Dans les coins les plus reculés de notre système solaire, Uranus, la géante glacée, et Neptune sont des planètes indomptables. Recouvertes de brouillard, elles sont impétueuses et imprévisibles. Sur Neptune, on trouve les vents les plus rapides du système solaire. Sans prévenir, son grand point noir apparaît ou disparaît. Uranus possède un grand nombre de lunes qui se pressent autour d'elle. Des collisions sont inévitables. Et la plus controversée des planètes lointaines n'est plus acceptée. Pourquoi Pluton a-t-elle été exclue? L'homme qui a éliminé Pluton prépare ses explications pendant que nous étudions les planètes extérieures. Voici l'homme qui a éliminé Pluton. On devait s'y attendre. Chercheur à l'Institut californien de technologie, le Caltech, Michael Brown, après une série d'études, a supprimé Pluton de la liste, réduisant à 8 le nombre de planètes du système solaire. Pluton, petite planète glacée et isolée, n'avait aucune chance de survivre. Elle devait être supprimée. Et elle l'a été. Pluton a toujours été considéré comme une planète à part. C'est la plus petite avec toute proportion gardée, la plus grosse lune. Son orbite est la plus inclinée de toutes et la plus excentrée. Son orbite est ovoïdale. L'orbite de Pluton l'approche ou l'éloigne du Soleil, toujours très nettement. Pendant des décennies, telle une aiguille dans une botte de foin, elle avait échappé à la science. Neptune, la 8e planète du système solaire, fut découverte en 1846. Et les astronomes du début du siècle étaient certains qu'il en existait encore une. Percival Lowell lança la découverte de Pluton depuis son observatoire. Il pensait qu'une planète inconnue perturbait les orbites d'Uranus et de Neptune. Lowell meurt avant de l'avoir découverte, mais son assistant Clyde Tombaugh poursuit ses recherches. En 1930, Tombaugh, alors âgé de 24 ans, photographie un objet en faveur de la thèse de Lowell. Ce résultat est révélé au monde entier et la planète reçoit officiellement le nom de Pluton. Pluton est-elle la planète inconnue? Les experts objectent qu'elle est trop petite et que sa masse est trop faible pour perturber les orbites d'Uranus et de Neptune, ses voisines géantes. Depuis, les astronomes ont d'ailleurs prouvé que la fameuse planète inconnue n'existait pas. Ils s'étaient basés sur une mauvaise estimation de la masse de Neptune. Si Pluton n'est pas la planète inconnue, est-elle néanmoins une planète? Une planète est d'abord quelque chose qui erre dans le ciel, c'est-à-dire qui est en mouvement par rapport aux étoiles. Pour les Grecs, la Lune était une planète, le Soleil aussi, mais pas la Terre. Bien sûr, quand on a su que la Terre tournait autour du Soleil et la Lune autour de la Terre, cette définition a évolué. La Terre est devenue une planète, le Soleil et la Lune ont été éliminés de la liste, il en restait donc 6. Puis on a découvert Uranus, Neptune, cela faisait donc 7, puis 8. On pensait que Pluton, plus petite que la Lune, était de la taille de Mars. C'est ainsi que Tombaugh, un jour, a découvert la 9e planète. Personne ne s'est posé de questions. Ne sachant comment nommer cette petite boule étrange et isolée, on l'a appelée planète.
Très éloigné du Soleil, Pluton doit son nom au dieu romain des ténèbres. Au moment où elle est le plus proche de la Terre, elle en est encore à plus de 4 milliards de kilomètres. Son diamètre est d'environ 2400 kilomètres, soit la moitié des États-Unis. Sa révolution autour du Soleil dure 248 ans. Un jour sur Pluton est l'équivalent de 6,5 sur la Terre. Un homme de 68 kilos n'en pèse plus que 5. La technologie actuelle nous renseigne peu sur la surface de Pluton. Pluton est très difficile à observer. Même avec le télescope spatial Hubble, on obtient une image de quelques pixels seulement. À certains endroits, elle est noire comme du charbon. À d'autres, elle scintille comme de la neige. Même à distance, les experts peuvent mesurer sa composition. Les parties brillantes de son sol seraient composées de 3 sortes de glace. Du monoxyde de carbone, du méthane et de l'azote, comme celui que nous respirons dans l'atmosphère. Les zones sombres doivent être des rochers. Les zones sombres sont sûrement des silicates, un peu comme les rochers chez nous. Il y a donc du silicone et de l'oxygène dedans. Nous sommes dans les montagnes rocheuses du parc national du Colorado, entourées de neige et de rochers, comme sur Pluton. Sur Pluton, un promeneur découvrirait un endroit très sombre, malgré la neige. Pluton est 34 fois plus éloigné du Soleil que la Terre. Cela signifie que la lumière qu'il atteint est 1000 fois moins forte. C'est un peu comme si l'on se trouvait la nuit sous la faible lueur d'un réverbère. On arrive à lire, mais ce sera plus facile avec une torche frontale. Son éloignement du Soleil en fait un des lieux les plus froids du système solaire, avec une température de moins 195 degrés. La gravité sur Pluton est beaucoup plus faible que sur Terre, en raison de sa petite taille et de sa densité. Par contre, si vous aimez l'escalade, sur Pluton, ce sera plus facile. Exactement le contraire d'ici. Sur Pluton, la gravité est 15 fois plus faible que sur Terre. Debout sur Pluton, vous ne vous envolerez pas. Mais si vous faites de la varap, il vous faudra une corde, car votre chute serait considérablement accélérée. Alors n'oubliez pas de prendre une corde. Les chercheurs rêvent de gratter le sol de Pluton et de recueillir des échantillons, car dans ces roches se cache un pan entier de l'histoire du système solaire. Pluton est intéressant. C'est notre meilleure machine à remonter le temps. Il nous montre comment était notre environnement il y a 4 milliards d'années. On y trouve le sol le plus ancien du système solaire. Vous ne trouverez jamais sur Terre un rocher vieux de 4 milliards d'années, car la Terre se recycle continuellement. Le mouvement des plaques tectoniques aspire ces matériaux dans le manteau et les volcans les recrachent à la surface. C'est pour ça que la surface de la Terre est plus jeune que celle de Pluton.
Les rochers sur lesquels nous sommes assis ont été recyclés par les hautes pressions. Sur Pluton, c'est plus primitif. Primitif, mais pas récent. Pluton est criblé de cratères. Ce sont les astéroïdes ou météorites qui, en touchant le sol, creusent ces cratères. Ces parcelles du système solaire n'ont pas réussi à fusionner pour former une planète. Sur Pluton, il n'y a ni atmosphère, ni glacier, ni vent, ni pluie, donc aucune érosion. On y trouve surtout de nombreux cratères formés par les impacts. La surface grêlée de Pluton se transforme lorsque son orbite s'approche du Soleil. Cet apport de chaleur provoque l'évaporation partielle des gaz gelés et donne naissance à une atmosphère éphémère. Quand Pluton s'éloigne du Soleil, les gaz gèlent et retombent au sol. Depuis plus de 75 ans, cet objet éloigné a été considéré comme la 9e planète. Pourquoi ce petit rocher glacé a-t-il été tellement controversé? Pourquoi Pluton a-t-elle été exclue du cercle très fermé des planètes du système solaire? La remise en question de son affectation a commencé dans ce bureau tranquille du campus de Caltech à Pasadena. Mais l'astronome Michael Brown n'a jamais voulu éliminer une planète. Avec le télescope de l'observatoire du mont Palomar qui mesure 121 cm, il cherche un objet de la taille de Pluton au fond du système solaire. Et il finit par le trouver en 2005. Il découvre un objet plus gros que Pluton avec sa propre lune, tous deux tournant autour du Soleil. J'étais en train de regarder des photos prises par le télescope quand je l'ai découverte. C'était excitant. Et d'après les calculs, elle était plus grande que Pluton. J'ai tout de suite attrapé le téléphone pour appeler ma femme et lui annoncer que j'avais trouvé une planète. Si depuis 75 ans, Pluton est reconnu comme une planète, pourquoi l'objet découvert par Michael Brown ne l'est-il pas lui aussi? J'ai pensé que c'était la 10e. Et longtemps, je l'ai décrite comme telle. C'était une planète et je pensais vraiment avoir découvert la 10e. Elle est plus grosse que Pluton de 5% et probablement constituée des mêmes matériaux. Des rochers à l'intérieur, de la glace à l'extérieur, avec une mince couche de givre qui s'évapore pour former une atmosphère éphémère, comme sur Pluton. Elle a un cycle lunaire de 16 ou 17 jours, comme Pluton. Et sur bien des points, elles se ressemblent comme des jumelles. Comme si la petite ayant mangé un peu plus que sa sœur était devenue un peu plus grosse. Michael Brown veut l'appeler Xena, comme la princesse guerrière d'une série télévisée. Mais c'est Eris, la déesse grecque de la discorde, qui est choisie. Ce nom est tout à fait approprié, car cette découverte déclenche une tempête dans la communauté astronomique. La définition du mot planète est âprement discutée. Eris deviendra-t-elle la 10e planète, ou tous les objets de la taille de Pluton seront-ils renommés? Le sujet est débattu en 2006 lors de la conférence de l'Union internationale des astronomes à Prague. Et un vote permet, pour la première fois, de définir scientifiquement le mot planète. Ceux qui sont pour la résolution 6A, définissant une nouvelle catégorie d'objets transneptuniens, dont Pluton est le prototype, levez la main. Nous préconisons
d'affecter Pluton et les autres objets transneptuniens à une catégorie spéciale. On n'a rien décidé pour Pluton, malgré ces nouveaux éléments qui auraient dû la rendre moins intéressante. C'est la découverte d'Eris et d'autres objets de grande taille dans la ceinture de Kuiper qui ont justifié ce débat parmi les chercheurs. La ceinture de Kuiper est une zone près de Pluton d'une largeur de 5 600 millions de kilomètres. On y trouve des centaines d'objets glacés, le premier ayant été découvert en 1992. Traditionnellement, on croyait qu'aux limites du système solaire, il y avait Uranus et Neptune, les deux planètes gazeuses géantes. Et que juste derrière traînait Pluton, un peu en bordure de cadre. Avec tous les objets découverts dans la ceinture de Kuiper, on sait maintenant que Pluton est le premier de ces très nombreux objets glacés de petite taille. La conférence de l'Union internationale des astronomes, par ce vote, définit ainsi le mot planète, objet sphérique gravitant autour du Soleil sans aucun corps sur sa trajectoire. Comme autour de Pluton se trouve un certain nombre d'objets de la ceinture de Kuiper, cette définition écarte la découverte de Tombaugh. Le règne de Pluton a duré 75 ans, mais il est à présent terminé. Notre système solaire est dorénavant constitué de 8 planètes. Pluton et Eris sont classés dans les planètes naines. Les planètes naines sont comme les autres, mais elles ont d'autres corps sur leur trajectoire. Selon la nouvelle définition, Cérès, le plus gros astéroïde du système solaire, devient aussi une planète naine. On utilise cette terminologie parce que le système solaire renferme plus de choses qu'on le pensait. C'est comme si on ne voyait qu'un gratte-ciel et que d'un seul coup, on découvrait toute la ville. Nous avons maintenant une ville entière remplie d'objets célestes. Par son vote, l'Union internationale des astronomes a voulu en finir avec le débat sur la définition du mot planète. Mais de nombreux chercheurs récusent ces conclusions. Certains astronomes veulent que Pluton reste une planète. Ils sont sur la brèche et profitent de toutes les occasions pour le faire savoir. Pour moi, Pluton est une planète. Qu'elle le soit ou non n'a pas tant d'importance. Fondamentalement, ce n'est pas un problème scientifique. Mais bizarrement, cette question de dénomination est devenue un sujet émergent de l'astronomie. On se demande toujours si Pluton est une planète ou pas. Aucune frontière ne dit que de ce côté c'est une planète et pas de celui-là. C'est comme le rapport entre une pierre et un caillou. Le besoin de définir ce mot est plus une question sociologique que scientifique. Même si officiellement Pluton n'est plus une planète, son intérêt reste intact pour les scientifiques. Pendant que l'on votait à Prague, le vaisseau de la NASA, New Horizon, était déjà en route pour explorer ce monde lointain. Il sera le premier vaisseau spatial à atteindre Pluton. L'expédition sur Pluton a changé de but. Ce n'est plus cet objet unique, mais toute une série qu'il doit étudier. Le New Horizon doit rapidement atteindre Pluton pour étudier son atmosphère, car la prochaine occasion ne se présentera que 2 siècles plus tard. Le New Horizon a rendez-vous avec Pluton.
Nous avons confirmation de la séparation du vaisseau. Pour les scientifiques, c'est une véritable course contre le temps. Car quand Pluton s'éloigne du Soleil, il commence sa saison d'hiver de 62 ans. C'est alors que l'atmosphère de la planète naine gèle et retombe à la surface. Si elle retombe trop, la recherche chimique perdra de son intérêt. Nous voulons connaître la température, la composition, la structure et les vents de son atmosphère. Pour être dans les temps, le New Horizon file à plus de 62 000 km/h, soit 19 km/s. À cette vitesse, on irait de Los Angeles à New York en 3 minutes et demie. C'est le vaisseau le plus rapide jamais lancé depuis la Terre. Il a mis 6 heures pour aller de la Terre à la Lune, alors que les astronautes d'Apollo ont pris 2 jours pour effectuer le même trajet. Le New Horizon a dépassé Jupiter en 13 mois seulement. Mais le système solaire est si vaste qu'il atteindra Pluton dans 8 ans. Malgré son extrême rapidité, le New Horizon n'atteindra Pluton qu'en juillet 2015. Pluton est un grand mystère. C'est passionnant de savoir qu'un vaisseau est en route vers elle. D'ici quelques années, nous aurons enfin des informations et des photos précises. À 6 milliards 4 millions de kilomètres de Pluton, Uranus est d'un bleu marbré hypnotisant. Sa beauté est différente de celle des autres planètes. C'est une boule géante, au contour flou. Elle est bleu pâle dans l'obscurité spatiale, d'un bleu étonnant sur une surface sans aspérité. Elle paraît irréelle, comme créée par un spécialiste des effets spéciaux. Car comment peut-on avoir une telle couleur sur une sphère géante presque parfaite ? Uranus est à environ 3 milliards de kilomètres de la Terre. Son diamètre est de 53 000 kilomètres, 4 fois celui de la Terre. Elle effectue sa révolution autour du Soleil en 84 ans. Sur Uranus, une journée dure environ 17 heures. Un homme de 70 kilos en pèsera 63 sur Uranus. Son nom vient du dieu grec du ciel. L'inclinaison quasi horizontale de son axe, à 98 degrés, fait que la planète semble rouler sur son orbite. Cela signifie qu'une partie de l'année, sur Uranus, un hémisphère regarde le Soleil alors que l'autre est dans l'ombre. La révolution d'Uranus étant de 84 ans, un pôle est face à la lumière pendant environ 40 ans, tandis que l'autre est dans le noir. C'est comme dans le cercle arctique, sauf que là, il s'agit de toute la planète. L'inclinaison est si forte que tout l'hémisphère nord est comme l'Arctique et tout l'hémisphère sud comme l'Antarctique. Uranus doit sa belle couleur au méthane qui absorbe les longueurs d'onde rouges et oranges des rayons du Soleil et reflète les bleus et les verts. Et cette apparence de douceur vient du brouillard qui l'entoure, comme dans les grandes villes. En Californie du Sud, nous sommes habitués au brouillard produit par photosynthèse et qui donne cette atmosphère brumeuse. C'est ainsi que naît aussi l'atmosphère de la géante aux 4 gaz, Uranus. Dans cette sphère, il y a du méthane et un gaz naturel volatile que le Soleil transforme en particules complexes qui deviennent du brouillard. C'est pour cela que la planète a cet aspect flou. Pour les experts, Uranus et sa voisine Neptune sont nés de la même façon. Comme toute planète en formation, Jupiter et Saturne ont assemblé un maximum de substances pour former des géantes gazeuses.
En grandissant, les orbites de Jupiter et de Saturne ont déstabilisé tout le système planétaire. Le dynamisme de leur interaction a expulsé Uranus et Neptune au fond du système solaire, où elles ont absorbé de nombreux objets glacés. À l'origine, elles contenaient beaucoup de gaz. Et au cours de leur formation, elles ont capturé des matières glacées et des rochers. Cette enveloppe d'hydrogène et d'hélium, et aussi de méthane et d'azote, entre autres, renferme beaucoup de matériaux glacés. Ce sont ces noyaux glacés d'Uranus et Neptune qui leur valent le nom de géantes glacées. Mais il ne faut pas croire que ces planètes sont solides et qu'un astronaute pourrait marcher dessus. Si on envoyait un astronaute ou une sonde sur Uranus ou Neptune, il y aurait un problème, car la surface n'est pas assez solide pour qu'ils tiennent dessus. Il y a peut-être un noyau rocheux au cœur de ces planètes, mais l'homme serait écrasé par la pression atmosphérique et la glace liquide. Il devrait supporter une pression 1 million de fois plus forte que sur Terre. Il serait écrasé bien avant d'atteindre le sol. À côté des cycles météorologiques chaotiques des autres géantes gazeuses, Uranus est bien calme et l'on sait pourquoi. Parmi les planètes gazeuses, Uranus est la seule à avoir un noyau glacé. Sur Jupiter, Saturne et Neptune, la chaleur monte des profondeurs, participant à la circulation des fluides. C'est pour cette raison que sur ces 3 planètes, on peut observer des bandes parallèles. Sur Uranus, cette source de chaleur n'existe pas. Uranus est la première planète découverte par l'astronome William Herschel grâce à un télescope en 1781. À l'époque, on ne connaissait que 6 planètes visibles à l'œil nu. Herschel aperçoit Uranus pour la première fois à travers un télescope qu'il a fabriqué lui-même. Musicien et opticien professionnel, Herschel était aussi astronome amateur. Il avait les connaissances et la technique nécessaires pour fabriquer les meilleurs télescopes qui soient pour l'époque. La découverte d'Uranus est primordiale, parce que c'est la première planète découverte par télescope. Les anciens ignoraient totalement cette technique. En 1977, les astronomes du vaisseau observatoire Kuiper de la NASA font une autre découverte en dirigeant leur télescope vers Uranus. Ils commencent à observer le passage de la planète devant une étoile, un phénomène courant. Mais quand Uranus s'approche de l'étoile, celle-ci se met à clignoter. 5 fois pendant l'approche, puis plusieurs fois encore quand elle s'éloigne. Quelle est la cause de ce phénomène? L'étoile clignotante passe derrière 5 anneaux, ce qui n'a été observé que sur Saturne. Grâce à d'autres observations depuis la Terre, puis depuis le vaisseau Voyager, la présence des anneaux est confirmée. Et en 2005, grâce au télescope spatial Hubble, on trouve un autre groupe d'anneaux, 2 fois plus éloignés que les précédents. Contrairement aux anneaux glacés et épais de Saturne, ceux d'Uranus sont fins et légers. Ils sont composés de poussière et de cailloux noirs. On dirait que certains de ces anneaux ont été créés par l'impact d'un météore ou d'une comète, avec l'une des 27 lunes. Les anneaux internes pourraient résulter des collisions des lunes entre elles, notamment avec la 13e. Elles sont nombreuses autour d'Uranus. Très petites, leurs cycles sont très rapides, d'environ 24 heures. D'autres lunes filent autour d'Uranus en 12 heures seulement. Notre cycle lunaire est de 28 jours, sachant que la Terre est 4 fois plus petite. Les lunes d'Uranus foncent comme des bolides autour de la planète. Tôt ou tard, une collision est inévitable.
Tout un système de lunes tourbillonne autour d'Uranus. Au cours de la dernière décennie, on a constaté d'importants changements dans leur trajectoire. Les chercheurs pensent qu'un jour, 2 lunes se percuteront certainement. On peut s'attendre à une collision dans 1 ou plusieurs millions d'années. Je pense surtout à Cupid et Belinda, 2 petites lunes aux trajectoires très proches. À quelques kilomètres l'une de l'autre, elles finiront probablement par se percuter sous l'effet de la gravitation. Ce sera un mauvais jour pour elles, mais un événement intéressant pour le système des anneaux. Ces débris créeront peut-être un nouvel anneau autour d'Uranus. Au fond du système solaire, Uranus se partage l'espace avec sa sœur, Neptune. Un saphir brille à 4,9 milliards de kilomètres du Soleil. Avec l'exclusion de Pluton, Neptune est devenue la planète du système solaire la plus lointaine. Neptune est le nom du dieu de la mer chez les Grecs. Elle se trouve à 4,3 milliards de kilomètres de la Terre. Son diamètre est de 49 000 kilomètres, soit 4 fois celui de la Terre. Un an sur Neptune équivaut à 165 ans sur Terre. Un jour dure 16 heures. Un homme de 68 kilos y pèserait 76. Comme toutes les planètes extérieures, Neptune tourne plus vite que la Terre. Sa rotation rapide favorise les vents violents. Sur Neptune, les vents sont plus rapides que partout ailleurs. Les vents vont parfois à plus de 1600 km/h et fréquemment à 1200 km/h. On ne sait pas pourquoi. C'est un mystère. Les spécialistes se demandent pourquoi la vitesse des vents sur Neptune est plus forte que sur les autres planètes. Ils sont 3 fois plus rapides que les turbulences de la grande tache rouge de Jupiter. Michael Michna, chercheur au Jet Propulsion Laboratory, étudie les climats des autres planètes. Les vents violents sur Neptune l'intriguent. Si on place une de ces éoliennes sur Neptune, là où les vents soufflent à 1200 km/h, on observera le même mouvement que sur Terre. Mais à l'altitude où les vents soufflent à 1600 km/h, elles ne bougeront pratiquement pas. L'air y est si léger qu'il n'a pas la force de faire tourner le propulseur de la turbine. Il n'y aura donc presque aucun mouvement. Sur les cartes météorologiques terrestres, on voit les hautes et les basses pressions. Ces notions existent aussi sur les planètes extérieures. Mais pour Neptune, on localise plus difficilement ces hautes et basses pressions. Il y a des régions chaudes avec des hautes pressions et d'autres fraîches avec des basses pressions. Ces différences donnent naissance aux vents qui soufflent des hautes vers les basses pressions. Un vent se forme lorsqu'une source d'énergie chauffe l'air. Sur Terre, c'est le Soleil. Mais Neptune, la planète balayée par les vents, est 30 fois plus éloignée du Soleil que la Terre, et elle ne récupère qu'un 9/100 de l'énergie solaire, ce qui est insuffisant pour déclencher des vents aussi violents. Les chercheurs pensent que Neptune puise son énergie à l'intérieur. Grâce à Voyager 2, on sait qu'elle dégage autant d'énergie de l'intérieur qu'elle en reçoit du Soleil. Si l'on compare avec les autres planètes, c'est ici que l'on observe le rapport le plus important entre les échanges d'énergie.
Neptune possède de nombreuses sources de chaleur. Elles proviennent de la radioactivité de ses matériaux internes et de processus chimiques. Pourquoi Neptune dégage-t-elle autant de chaleur? C'est un mystère. Pour certains, c'est parce que la planète est toujours en formation. Les gaz, en tombant vers le centre, se condensent sous l'effet de la gravité et libèrent de la chaleur. Cette source de chaleur explique aussi la montée des gaz dans l'atmosphère, ce qui entraîne de fascinantes figures nuageuses. Des nuages d'un blanc brillant apparaissent dans l'atmosphère. Il y a différentes régions de bandes brillantes ou sombres à sa surface. On détermine les latitudes à la clarté des zones. Pour les experts, la composition des nuages est à l'origine des formes dessinées par les bandes. Ils sont probablement en méthane et se déplacent très rapidement autour de la planète. Les vents sur Neptune sont différents de tous ceux que nous connaissons. Ce sont des orages géants. Nos orages terrestres sont ridicules à côté. En 1989, Voyager 2 a pris la photo d'un orage géant sur Neptune qui a bouleversé les astronomes de la mission. Un grand point sombre sur son hémisphère sud. Étiré sur 13 000 km, il est assez grand pour contenir la Terre en son centre. L'orage ressemble au gros point rouge de Jupiter. Le gros point rouge est un énorme anticyclone alimenté par plusieurs petits orages qui le maintiennent en vie. Sinon, il meurt. Concernant le grand point sombre, nous pensons qu'il s'agit d'une instabilité atmosphérique, ballottée par des courants très rapides. 5 ans après la découverte du point sombre, les professionnels ont eu une autre surprise. Le télescope spatial Hubble se tourne vers Neptune et découvre que le plus gros orage de la planète a disparu. Qu'est-il arrivé à la tache sombre de Neptune? En 5 ans, le plus gros orage de la planète a disparu de l'hémisphère sud de la planète. Mais cela ne signifie pas la fin des orages géants sur Neptune. Les astronomes, grâce au télescope Hubble, ont remarqué un nouveau point sombre. Cette fois-ci, dans l'hémisphère nord. Sur Neptune, ces grandes taches visibles au télescope ou grâce au vaisseau spatial apparaissent et disparaissent sur de courtes périodes, alors que le point rouge de Jupiter est là depuis plus de 300 ans. Ces orages éphémères sont étranges. La taille de cette grande tache sombre a varié de plusieurs milliers de kilomètres carrés en 8 jours. Et sa forme a changé également. Les mouvements irréguliers, disparitions et réapparitions des orages sur Neptune en font le phénomène le plus imprévisible du système solaire. Comme ses planètes voisines, le système des lunes de Neptune est complexe. On lui en connaît 13 à ce jour. Certaines pourraient être d'origine extrasolaire. Neptune a dû attirer ses lunes à partir de la matière du système solaire, au-delà des orbites de Pluton et de Neptune. Une foule de petits corps glacés, planétoïdes et autres rochers passent par notre système solaire. De temps à autre, ils s'entrechoquent et leurs fragments sont projetés à travers le système solaire. Certains de ces corps glacés se transforment en comètes.
Mais si l'un d'eux est poussé dans une certaine direction à un moment précis, il peut être attiré par une planète et devenir une de ses lunes. Triton, la plus grosse lune de Neptune, est de la taille de celle de la Terre. C'est l'objet le plus froid jamais observé par les astronomes, plus froid même que Pluton. À moins 198 degrés, l'azote devrait être à l'état gazeux. Or, il forme une calotte glacée aux deux pôles de cette lune. Avec sa surface très réfléchissante, Triton est particulièrement froide. La lumière qui touche sa surface est renvoyée à environ 70%. Comme elle absorbe très peu de lumière, elle est très froide. Triton aurait la même composition que Pluton. Son sol est glacé. Les panaches des volcans à sa surface sont assez fascinants. On les a vus jaillir en temps réel, lorsque le vaisseau voyageur a longé Neptune et Triton. Les volcans de Triton ressemblent à des geysers. Ils crachent un mélange d'azote liquide, de méthane et d'ammoniac. Dans cette atmosphère légère, ces éruptions gèlent dès leur jaillissement. Elles s'élèvent jusqu'à 8 km de haut. Une fois dans l'air, la glace peut être transportée sur des kilomètres, puis elle retombe en neige. Les chercheurs s'interrogent sur l'activité géologique de Triton et sur les chances de trouver de l'eau, peut-être même chaude, sous sa croûte glacée. Et de plus, théoriquement, là où il y a de l'eau, la vie est possible. Dans ce cas, cette lune de Neptune serait la plus grande découverte de tous les temps. Mais entre les travaux en cours et la durée des voyages, on retournera sur Uranus ou Neptune dans seulement 20 ans. Y retourner n'est pas à l'ordre du jour. Avec Voyager, un premier survol rapide nous a fait découvrir beaucoup de choses, mais c'est insuffisant. Il faut poursuivre les investigations. Entre-temps, les spécialistes sont concentrés sur le New Horizon, qui file vers Pluton comme Voyager. À bord, en plus d'une multitude d'instruments scientifiques, il y a une urne funéraire avec les cendres de celui qui a découvert Pluton, Clyde Tombaugh, mort en 1997 à 97 ans. Même si je ne participe pas à la mission New Horizons, je la trouve passionnante. Nous ignorons totalement à quoi peut ressembler le sol de Pluton. C'est pour cela que la série de photos en gros plan est très importante. C'est en envoyant des vaisseaux, des sondes et des télescopes aux confins du système solaire qu'on déchiffre l'univers. Grâce à notre technologie et à notre imagination, ces mondes lointains prennent vie pour nous. Et en les admirant, nous ne pouvons qu'avoir envie d'approfondir encore les mystères de ces gouffres infinis. Qu'elle le soit ou non n'a pas tant d'importance. Fondamentalement, ce n'est pas un problème scientifique. Mais bizarrement, cette question de dénomination est devenue un sujet émergent de l'astronomie. On se demande toujours si Pluton est une planète ou pas. Aucune frontière ne dit que de ce côté c'est une planète et pas de celui-là. C'est comme le rapport entre une pierre et un caillou. Le besoin de définir ce mot est plus une question sociologique que scientifique. Même si officiellement Pluton n'est plus une planète, son intérêt reste intact pour les scientifiques.
Pendant que l'on votait à Prague, le vaisseau de la NASA, New Horizon, était déjà en route pour explorer ce monde lointain. Il sera le premier vaisseau spatial à atteindre Pluton. L'expédition sur Pluton a changé de but. Ce n'est plus cet objet unique, mais toute une série qu'il doit étudier. Le New Horizon doit rapidement atteindre Pluton pour étudier son atmosphère, car la prochaine occasion ne se présentera que 2 siècles plus tard. Le New Horizon a rendez-vous avec Pluton. Nous avons confirmation de la séparation du vaisseau. Pour les scientifiques, c'est une véritable course contre le temps. Car quand Pluton s'éloigne du Soleil, il commence sa saison d'hiver de 62 ans. C'est alors que l'atmosphère de la planète naine gèle et retombe à la surface. Si elle retombe trop, la recherche chimique perdra de son intérêt. Nous voulons connaître la température, la composition, la structure et les vents de son atmosphère. Pour être dans les temps, le New Horizon file à plus de 62 000 km/h, soit 19 km/s. À cette vitesse, on irait de Los Angeles à New York en 3 minutes et demie. C'est le vaisseau le plus rapide jamais lancé depuis la Terre. Il a mis 6 heures pour aller de la Terre à la Lune, alors que les astronautes d'Apollo ont pris 2 jours pour effectuer le même trajet. Il commence sa saison d'hiver de 62 ans. C'est alors que l'atmosphère de la planète naine gèle et retombe à la surface. Si elle retombe trop, la recherche chimique perdra de son intérêt. Nous voulons connaître la température, la composition, la structure et les vents de son atmosphère. Pour être dans les temps, le New Horizon file à plus de 62 000 km/h, soit 19 km/s. À cette vitesse, on irait de Los Angeles à New York en 3 minutes et demie. C'est le vaisseau le plus rapide jamais lancé depuis la Terre. Il a mis 6 heures pour aller de la Terre à la Lune, alors que les astronautes d'Apollo ont pris 2 jours pour effectuer le même trajet. Le New Horizon a dépassé Jupiter en 13 mois seulement. Mais le système solaire est si vaste qu'il atteindra Pluton dans 8 ans. Malgré son extrême rapidité, le New Horizon n'atteindra Pluton qu'en juillet 2015. Pluton est un grand mystère. C'est passionnant de savoir qu'un vaisseau est en route vers elle. D'ici quelques années, nous aurons enfin des informations et des photos précises. À 6 milliards 4 millions de kilomètres de Pluton, Uranus est d'un bleu marbré hypnotisant. Sa beauté est différente de celle des autres planètes. C'est une boule géante, au contour flou. Elle est bleu pâle dans l'obscurité spatiale, d'un bleu étonnant sur une surface sans aspérité. Elle paraît irréelle, comme créée par un spécialiste des effets spéciaux. Car comment peut-on avoir une telle couleur sur une sphère géante presque parfaite ? Uranus est à environ 3 milliards de kilomètres de la Terre. Son diamètre est de 53 000 kilomètres, 4 fois celui de la Terre. Elle effectue sa révolution autour du Soleil en 84 ans. Sur Uranus, une journée dure environ 17 heures. Un homme de 70 kilos en pèsera 63 sur Uranus. Son nom vient du dieu grec du ciel.
L'inclinaison quasi horizontale de son axe, à 98 degrés, fait que la planète semble rouler sur son orbite. La technologie actuelle nous renseigne peu sur la surface de Pluton. Pluton est très difficile à observer. Même avec le télescope spatial Hubble, on obtient une image de quelques pixels seulement. À certains endroits, elle est noire comme du charbon. À d'autres, elle scintille comme de la neige. Même à distance, les experts peuvent mesurer sa composition. Les parties brillantes de son sol seraient composées de 3 sortes de glace. Du monoxyde de carbone, du méthane et de l'azote, comme celui que nous respirons dans l'atmosphère. Les zones sombres doivent être des rochers. Les zones sombres sont sûrement des silicates, un peu comme les rochers chez nous. Il y a donc du silicone et de l'oxygène dedans. Nous sommes dans les montagnes rocheuses du parc national du Colorado, entourées de neige et de rochers, comme sur Pluton. Sur Pluton, un promeneur découvrirait un endroit très sombre, malgré la neige. Pluton est 34 fois plus éloigné du Soleil que la Terre. Cela signifie que la lumière qu'il atteint est 1000 fois moins forte. C'est un peu comme si l'on se trouvait la nuit sous la faible lueur d'un réverbère. On arrive à lire, mais ce sera plus facile avec une torche frontale. Son éloignement du Soleil en fait un des lieux les plus froids du système solaire, avec une température de moins 195 degrés. La gravité sur Pluton est beaucoup plus faible que sur Terre, en raison de sa petite taille et de sa densité. Par contre, si vous aimez l'escalade, sur Pluton, ce sera plus facile. Exactement le contraire d'ici. Sur Pluton, la gravité est 15 fois plus faible que sur Terre. Debout sur Pluton, vous ne vous envolerez pas. Mais si vous faites de la varap, il vous faudra une corde, car votre chute serait considérablement accélérée. Alors n'oubliez pas de prendre une corde. Notre cycle lunaire est de 28 jours, sachant que la Terre est 4 fois plus petite. Les lunes d'Uranus foncent comme des bolides autour de la planète. Tôt ou tard, une collision est inévitable. Tout un système de lunes tourbillonne autour d'Uranus. Au cours de la dernière décennie, on a constaté d'importants changements dans leur trajectoire. Les chercheurs pensent qu'un jour, 2 lunes se percuteront certainement. On peut s'attendre à une collision dans 1 ou plusieurs millions d'années. Je pense surtout à Cupid et Belinda, 2 petites lunes aux trajectoires très proches. À quelques kilomètres l'une de l'autre, elles finiront probablement par se percuter sous l'effet de la gravitation. Ce sera un mauvais jour pour elles, mais un événement intéressant pour le système des anneaux. Ces débris créeront peut-être un nouvel anneau autour d'Uranus. Au fond du système solaire, Uranus se partage l'espace avec sa sœur, Neptune. Un saphir brille à 4,9 milliards de kilomètres du Soleil.
Avec l'exclusion de Pluton, Neptune est devenue la planète du système solaire la plus lointaine. Neptune est le nom du dieu de la mer chez les Grecs. Elle se trouve à 4,3 milliards de kilomètres de la Terre. Son diamètre est de 49 000 kilomètres, soit 4 fois celui de la Terre. Un an sur Neptune équivaut à 165 ans sur Terre. Un jour dure 16 heures. Un homme de 68 kilos y pèserait 76. Comme toutes les planètes extérieures, Neptune tourne plus vite que la Terre. Sa rotation rapide favorise les vents violents. Sur Neptune, les vents sont plus rapides que partout ailleurs. Les vents, la gravité est 15 fois plus faible que sur Terre. Debout sur Pluton, vous ne vous envolerez pas. Mais si vous faites de la varap, il vous faudra une corde, car votre chute serait considérablement accélérée. Alors n'oubliez pas de prendre une corde. Les chercheurs rêvent de gratter le sol de Pluton et de recueillir des échantillons, car dans ces roches se cache un pan entier de l'histoire du système solaire. Pluton est intéressant. C'est notre meilleure machine à remonter le temps. Il nous montre comment était notre environnement il y a 4 milliards d'années. On y trouve le sol le plus ancien du système solaire. Vous ne trouverez jamais sur Terre un rocher vieux de 4 milliards d'années, car la Terre se recycle continuellement. Le mouvement des plaques tectoniques aspire ces matériaux dans le manteau et les volcans les recrachent à la surface. C'est pour ça que la surface de la Terre est plus jeune que celle de Pluton. Les rochers sur lesquels nous sommes assis ont été recyclés par les hautes pressions. Sur Pluton, c'est plus primitif. Primitif, mais pas récent. Pluton est criblé de cratères. Ce sont les astéroïdes ou météorites qui, en touchant le sol, creusent ces cratères. Ces parcelles du système solaire n'ont pas réussi à fusionner pour former une planète. Sur Pluton, il n'y a ni atmosphère, ni glacier, ni vent, ni pluie, donc aucune érosion. On y trouve surtout de nombreux cratères formés par les impacts. La surface grêlée de Pluton se transforme lorsque son orbite s'approche du Soleil. Cet apport de chaleur provoque l'évaporation partielle des gaz gelés et donne naissance à une atmosphère éphémère. Quand Pluton s'éloigne du Soleil, les gaz gèlent et retombent au sol. Depuis plus de 75 ans, cet objet éloigné a été considéré comme la 9e planète. Pourquoi ce petit rocher glacé a-t-il été tellement controversé? Pourquoi Pluton a-t-elle été exclue du cercle très fermé des planètes du système de l'énergie solaire, ce qui est insuffisant pour déclencher des vents aussi violents? Les chercheurs pensent que Neptune puise son énergie à l'intérieur. Grâce à Voyager 2, on sait qu'elle dégage autant d'énergie de l'intérieur qu'elle en reçoit du Soleil. Si l'on compare avec les autres planètes, c'est ici que l'on observe le rapport le plus important entre les échanges d'énergie. Neptune possède de nombreuses sources de chaleur. Elles proviennent de la radioactivité de ses matériaux internes et de processus chimiques. Pourquoi Neptune dégage-t-elle autant de chaleur? C'est un mystère.
Pour certains, c'est parce que la planète est toujours en formation. Les gaz, en tombant vers le centre, se condensent sous l'effet de la gravité et libèrent de la chaleur. Cette source de chaleur explique aussi la montée des gaz dans l'atmosphère, ce qui entraîne de fascinantes figures nuageuses. Des nuages d'un blanc brillant apparaissent dans l'atmosphère. Il y a différentes régions de bandes brillantes ou sombres à sa surface. On détermine les latitudes à la clarté des zones. Pour les experts, la composition des nuages est à l'origine des formes dessinées par les bandes. Ils sont probablement en méthane et se déplacent très rapidement autour de la planète. Les vents sur Neptune sont différents de tous ceux que nous connaissons. Ce sont des orages géants. Nos orages terrestres sont ridicules à côté. En 1989, Voyager 2 a pris la photo d'un orage géant sur Neptune qui a bouleversé les astronomes de la mission. Un grand point sombre sur son hémisphère sud. Étiré sur 13 000 km, il est assez grand pour contenir la Terre en son centre. L'orage ressemble au gros point rouge de Jupiter. Le gros point rouge est un énorme anticyclone alimenté par plusieurs petits orages qui le maintiennent en vie. Sinon, il meurt. Concernant le grand point sombre, nous pensons qu'il s'agit d'une instabilité atmosphérique, ballottée par des courants très rapides. 5 ans après la découverte du point sombre, ce sera un mauvais jour pour elle, mais un événement intéressant pour le système des anneaux. Ces débris créeront peut-être un nouvel anneau autour d'Uranus. Au fond du système solaire, Uranus se partage l'espace avec sa sœur, Neptune. Un saphir brille à 4,9 milliards de kilomètres du Soleil. Avec l'exclusion de Pluton, Neptune est devenue la planète du système solaire la plus lointaine. Neptune est le nom du dieu de la mer chez les Grecs. Elle se trouve à 4,3 milliards de kilomètres de la Terre. Son diamètre est de 49 000 kilomètres, soit 4 fois celui de la Terre. Un an sur Neptune équivaut à 165 ans sur Terre. Un jour dure 16 heures. Un homme de 68 kilos y pèserait 76. Comme toutes les planètes extérieures, Neptune tourne plus vite que la Terre. Sa rotation rapide favorise les vents violents. Sur Neptune, les vents sont plus rapides que partout ailleurs. Les vents vont parfois à plus de 1600 km/h et fréquemment à 1200 km/h. On ne sait pas pourquoi. C'est un mystère. Les spécialistes se demandent pourquoi la vitesse des vents sur Neptune est plus forte que sur les autres planètes. Ils sont 3 fois plus rapides que les turbulences de la grande tache rouge de Jupiter. Michael Michna, chercheur au Jet Propulsion Laboratory, étudie les climats des autres planètes. Les vents violents sur Neptune l'intriguent.
Si on place une de ces éoliennes sur Neptune, là où les vents soufflent à 1200 km/h, on observera le même mouvement que sur Terre. Mais à l'altitude où les vents soufflent à 1600 km/h, elles ne bougeront pratiquement pas. L'air y est si léger qu'il n'a pas la force de faire tourner le propulseur de la turbine. Il n'y aura donc presque aucun mouvement. Sur les cartes météorologiques terrestres, on voit les hautes et les basses de Kuiper. On sait maintenant que Pluton est le premier de ces très nombreux objets glacés de petite taille. La conférence de l'Union internationale des astronomes, par ce vote, définit ainsi le mot planète, objet sphérique gravitant autour du Soleil sans aucun corps sur sa trajectoire. Comme autour de Pluton se trouve un certain nombre d'objets de la ceinture de Kuiper, cette définition écarte la découverte de Tombaugh. Le règne de Pluton a duré 75 ans, mais il est à présent terminé. Notre système solaire est dorénavant constitué de 8 planètes. Pluton et Eris sont classés dans les planètes naines. Les planètes naines sont comme les autres, mais elles ont d'autres corps sur leur trajectoire. Selon la nouvelle définition, Cérès, le plus gros astéroïde du système solaire, devient aussi une planète naine. On utilise cette terminologie parce que le système solaire renferme plus de choses qu'on le pensait. C'est comme si on ne voyait qu'un gratte-ciel et que d'un seul coup, on découvrait toute la ville. Nous avons maintenant une ville entière remplie d'objets célestes. Par son vote, l'Union internationale des astronomes a voulu en finir avec le débat sur la définition du mot planète. Mais de nombreux chercheurs récusent ces conclusions. Certains astronomes veulent que Pluton reste une planète. Ils sont sur la brèche et profitent de toutes les occasions pour le faire savoir. Pour moi, Pluton est une planète. Qu'elle le soit ou non n'a pas tant d'importance. Fondamentalement, ce n'est pas un problème scientifique. Mais bizarrement, cette question de dénomination est devenue un sujet émergent de l'astronomie. On se demande toujours si Pluton est une planète ou pas. Aucune frontière ne dit que de ce côté c'est une planète et pas de celui-là. C'est comme le rapport entre une pierre et un caillou. Le besoin de définir ce mot est plus une question sociologique que scientifique. Même si officiellement Pluton n'est plus une planète, son intérêt reste intact pour les scientifiques. Celle-ci se met à clignoter. 5 fois pendant l'approche, puis plusieurs fois encore quand elle s'éloigne. Quelle est la cause de ce phénomène? L'étoile clignotante passe derrière 5 anneaux, ce qui n'a été observé que sur Saturne. Grâce à d'autres observations depuis la Terre, puis depuis le vaisseau Voyager, la présence des anneaux est confirmée. Et en 2005, grâce au télescope spatial Hubble, on trouve un autre groupe d'anneaux 2 fois plus éloigné que les précédents. Contrairement aux anneaux glacés et épais de Saturne, ceux d'Uranus sont fins et légers. Ils sont composés de poussière et de cailloux noirs. On dirait que certains de ces anneaux ont été créés par l'impact d'un météore ou d'une comète, avec l'une des 27 lunes. Les anneaux internes pourraient résulter des collisions des lunes entre elles, notamment avec la 13e. Elles sont nombreuses autour d'Uranus. Très petites, leurs cycles sont très rapides, d'environ 24 heures.
D'autres lunes filent autour d'Uranus en 12 heures seulement. Notre cycle lunaire est de 28 jours, sachant que la Terre est 4 fois plus petite. Les lunes d'Uranus foncent comme des bolides autour de la planète. Tôt ou tard, une collision est inévitable. Tout un système de lunes tourbillonne autour d'Uranus. Au cours de la dernière décennie, on a constaté d'importants changements dans leur trajectoire. Les chercheurs pensent qu'un jour, 2 lunes se percuteront certainement. On peut s'attendre à une collision dans 1 ou plusieurs millions d'années. Je pense surtout à Cupid et Belinda, 2 petites lunes aux trajectoires très proches. À quelques kilomètres l'une de l'autre, elles finiront probablement par se percuter sous l'effet de la gravitation. Des lunes entre elles, notamment avec la 13e. Elles sont nombreuses autour d'Uranus. Très petites, leurs cycles sont très rapides, d'environ 24 heures. D'autres lunes filent autour d'Uranus en 12 heures seulement. Notre cycle lunaire est de 28 jours, sachant que la Terre est 4 fois plus petite. Les lunes d'Uranus foncent comme des bolides autour de la planète. Tôt ou tard, une collision est inévitable. Tout un système de lunes tourbillonne autour d'Uranus. Au cours de la dernière décennie, on a constaté d'importants changements dans leur trajectoire. Les chercheurs pensent qu'un jour, 2 lunes se percuteront certainement. On peut s'attendre à une collision dans 1 ou plusieurs millions d'années. Je pense surtout à Cupid et Belinda, 2 petites lunes aux trajectoires très proches. À quelques kilomètres l'une de l'autre, elles finiront probablement par se percuter sous l'effet de la gravitation. Ce sera un mauvais jour pour elles, mais un événement intéressant pour le système des anneaux. Ces débris créeront peut-être un nouvel anneau autour d'Uranus. Au fond du système solaire, Uranus se partage l'espace avec sa sœur, Neptune. Un saphir brille à 4,9 milliards de kilomètres du Soleil. Avec l'exclusion de Pluton, Neptune est devenue la planète du système solaire la plus lointaine. Neptune est le nom du dieu de la mer chez les Grecs. Elle se trouve à 4,3 milliards de kilomètres de la Terre. Son diamètre est de 49 000 kilomètres, soit 4 fois celui de la Terre. Un an sur Neptune équivaut à 165 ans sur Terre. Un jour dure 16 heures. Un homme de 68 kilos y pèserait 76.